Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le monde autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'un créatif. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Salut, ça va? Ça va et toi? Super. Alors déjà, présente-toi. Est-ce que je dois regarder une caméra en particulier? Non, juste comme tu veux. Double Zoulou, originaire de Melun, 77, résident actuellement Saint-Ouen, 93. Qu'est-ce que tu fais? Je suis un artiste, je fais du rap. Tu dis que t'es un artiste, que tu fais plein de trucs ou juste parce que tu fais du rap? Je suis un rappeur, donc je suis un artiste. Ah, ok. C'est un grand débat. Pourquoi pour certaines personnes. Tu démarres dans le dur direct. Pourquoi c'est un grand débat? Parce que j'ai déjà eu ce débat avec d'autres personnes et je sais que certaines personnes font le distinguo entre un rappeur et un artiste. Pour qui un artiste est une évolution d'un rappeur, alors qu'un rappeur pratique un art qui est la musique, donc par définition, un rappeur est un artiste. Ben, pour moi, un rappeur, c'est un artiste. On est totalement d'accord sur ce point. Bah ouais. Mais il y a des gens pour qui il y a un distinguo. Il y a des gens pour qui il y a des rappeurs et il y a des artistes. Mais c'est bizarre. Parce que ça voudrait dire que tous les musiciens sont pas des artistes. C'est ça. J'ai eu ce débat-là lors d'une autre interview. J'ai déjà eu ce débat-là en parlant avec des gens et tout. Et il y a des gens pour qui, quand t'es un artiste, tu fais un step-up pour des raisons peut-être sonores ou peut-être autres. Peut-être parce que tu fais des morceaux en acoustique, parce que t'as un vrai guitariste qui vient au studio et que c'est pas un... Ouais, mais si on parle de ce principe-là, je sais pas, un David Guetta, c'est pas un artiste? Pour moi, un mec qui fait de la musique, il pratique un art, donc c'est un artiste. Bah ouais, clairement. C'est tout, tu vois. Bah ouais, mais il y a des gens avec à qui tu expliques ça, mais ils sont pas corda avec toi parce que ils ont une définition plus... ils ont juste une définition différente de la tienne. Là où... un peu comme un Pokémon, tu vois. Tu commences, t'es un Pokémon, t'es un rappeur, et tout d'un coup, quand t'évolues, tu deviens un artiste. Bah non, quand t'es un rappeur, t'es un artiste. Mais de toute façon, pour moi, c'est ma définition, bien sûr, mais quand tu pratiques un art, quel qu'il soit, tu es un début artiste. À la fin, t'es un artiste. On est totalement d'accord sur ça. Bah ouais, point. fin de l'histoire. Voilà. C'est trop bizarre. On est rentré dans le tas, mais... Bah ouais, mais direct. Mais c'est trop bizarre. En vrai, présente-moi ces gens, je vais parler avec eux. C'est trop bizarre comme distinguo. Ouais, je sais que c'est très bizarre, mais... Après, j'en parlais encore tout à l'heure avec quelqu'un. Il y a aussi des rappeurs, des artistes qui se sous-évaluent. Qui eux-mêmes ont déclaré par eux-mêmes qu'ils sont passés du statut de rappeur à artiste. Mais dès qu'ils ont commencé, c'était déjà des artistes. Bah ouais, c'est ça le truc. Après, peut-être que dans la tête des gens, on leur a fait croire qu'un artiste, c'était beaucoup plus que aller en studio avec un beatmaker qui tape sur un clavier et poser... tu vois ce que je veux dire? Pour moi, un artiste qui soit dans sa chambre devant un micro USB ou qui soit dans un studio avec du matos à plus de 10 000 balles et tout, tant que tu pratiques la même chose, tu es un artiste. Bah ouais, clairement. Il n'y a pas de distinguo. Enfin voilà. Ok. Donc, du coup, Zoulou, tu es un artiste. Je suis un artiste. Fin de l'histoire. Voilà. Ok. C'est entériné ici, t'es un artiste. Dans tous les cas, au moins si t'es ici, c'est que t'es un créatif. Voilà. Déjà. Tu crées des choses. Tu crées des trucs. Voilà. Clairement, tu crées des trucs. Du coup, depuis quand tu crées des trucs? J'ai commencé à créer des trucs. J'avais 13 ans. Ça date. Ça fait très longtemps. Mais ça fait plus quelques années que je prends les choses au sérieux, plus ou moins, que je fais les choses bien. Mais j'ai vraiment commencé à créer des choses, donc à faire du rap. J'avais 13 ans. Je te coupe parce que j'ai une question qui est archi bête. Dis-moi. Mais c'est une question que je me pose parfois. Comment on détermine le début d'une carrière? Est-ce que du coup ta carrière elle démarre quand t'as 13 ans, quand tu commences, ouais, ou elle démarre à un autre moment? Alors, franchement, ça va dépendre des gens. Pour moi, ma carrière commence le jour où j'ai écrit mon premier texte de rap. Mais je me dis pas, je suis un rappeur. Je dis juste, je suis un garçon qui fait du rap. Mais ma carrière commence quand j'écris mon premier texte. Après, ma carrière, si on part sur un truc un peu plus poussé, ma vraie carrière commence en 2012 quand je sors mon premier projet. Là où j'ai 21 ans. Ok, du coup,
si on parle d'un truc poussé, la carrière, elle commence au moment où tu sors le Mon premier... tout premier projet. La première œuvre, Voilà. la carrière démarre Ma là. première œuvre, elle sort, j'ai 21 ans. Du coup, là, t'as 10 ans de carrière. Du coup, on peut dire que j'ai 10 ans de carrière. Mais Ok. moi, dans ma tête, je me dis que ma carrière a commencé le jour où j'ai écrit, parce que depuis le premier jour où j'ai écrit, je me suis jamais vraiment arrêté, même si tu as des phases où tu es moins productif. On va en parler de ça. On va en parler. On va en Mais parler. moi, pour moi, ma carrière a commencé quand j'ai pris un stylo, une feuille, j'ai commencé à gratter. Mais en fait, il y a, il y a un vrai timing. J'ai écrit mon premier texte à 13 ans. J'ai sorti mon premier projet en 2012, donc j'avais 21 ans. Mais j'ai pris le rap au sérieux en 2018. Tu vois. Donc en vrai, il y a des phases où, dans ma tête, je peux me dire que j'ai commencé vraiment, je peux commencer ma carrière en 2012 ou en 2018. Mais en vrai, 13 ans. J'avais 13 ans. Ok. Pourquoi tu commences par le rap? Pourquoi je commence par le rap? Parce que je fais partie d'une famille de mélomanes, en vrai. Mon père chante, mon père jouait de la guitare, ma mère chante, mes frères, j'ai deux grands frères qui sont des férus de musique, de fous malades. Et des souvenirs que j'avais de quand j'étais plus jeune, on écoutait tout le temps de la musique. Tu vois. Je me rappelle encore en général, c'était le week-end, le samedi, dimanche, on n'avait pas école. On passait notre temps à écouter de la musique. Ça pouvait être n'importe quoi. Quand mon père écoutait la musique, la rumba chou d'origine congolaise, donc la musique, la rumba africaine, tu vois, Kofi, Papa Wemba, Franco, Taboulé, ce genre de choses. Comme on pouvait écouter du Otis Redding, comme je pouvais écouter du Julio Iglesias, ce genre de choses. Et mes frères de l'autre côté qui écoutaient du rap US en balle. Et du rap français aussi. Et c'est comme ça que je rentre un peu dans le rap. Mais pourquoi, tu vois, c'est une question que je me pose souvent, c'est que il n'y a pas, y a pas obligatoirement de déterminisme, hein, mais dans ta famille, il y a ce côté mélomane qui est archi présent, mais ils font pas de rap. Donc, non, ils font pas de rap. T'aurais pu faire de la guitare, j'aurais t'aurais pu jouer d'un instrument, t'aurais pu être chanteur. J'aurais adoré. Je pense que des fois, quand je me pose, je me dis j'aurais adoré savoir chanter. J'aurais adoré savoir jouer de la guitare et tout. Et pourquoi le rap? Parce qu'en fait, premier album de rap que j'écoute, c'est l'album du Wu-Tang. Enter the 36 Chambers. Et je pense que c'est un déclic de fou malade. En fait, comme on écoutait beaucoup de rumba congolais, je me voyais pas devenir un chanteur de musique congolaise, tu vois. Mais la première fois que j'écoute le Wu-Tang, je deviens fou. On regarde les clips, tu te dis, mais qui sont ces gars-là, tu vois? Des mecs avec des grosses capuches, avec des gueules cassées, tu vois, ODB, avec des tresses qui vont dans tous les sens, les mecs n'ont pas de contour, enfin, des mecs comme Method Man, tu vois, tous des mecs avec des dégaines un peu atypiques, mais qui dégagent un truc de fou malade, tu vois, il y a un vrai groupuscule, tu vois, surtout un groupe des mecs qui sont plus de 5, quoi. C'est pas un truc qui arrive fréquemment que les mecs qui fassent un groupe où ils sont 7, 8, 9, ce genre de choses. Et en vrai, ça m'a marqué. Et après, ayant grandi très proche de mes frères, parce que comme je le dis dans un morceau, je dis à 5 dans un studio, mais tu vois, là on est dans ton appart, bah dis-toi que dans ton appart on était 5, tu vois. Donc on est tous recroquevillés sur nous-mêmes, ce qui fait qu'en fait on est tous très proches en vrai, tu vois. Donc quand mes frères écoutent un truc, je sais ce qu'ils écoutent. Personne n'est dans sa chambre en train d'écouter un truc et l'autre est en train d'écouter un truc, ça vient plus tard, mais quand je suis jeune, on est ensemble, tu vois. Et donc tout ce qu'ils écoutent, je l'écoute, et en fait moi je l'amasse. Je le prends. Et mes frères ont toujours... Ils ont pas traîné dans la rue, mais voilà, ils avaient des poteaux qui faisaient du peur et tout, et des fois ils venaient à la maison, et ils posaient, etc. Et pour moi, je me disais... Mais j'avais 8 ans à cette époque-là, j'avais 7-8 ans, je me disais... C'est quand même un exercice de fou de prendre un papier, un stylo, d'écouter une prod sur une cassette ou un Walkman, et de gratter, tu vois. Mais je m'étais jamais dit, quand je serai grand, je ferai du rap. Tu vois, c'est un truc qui est venu par la suite quand j'étais au collège. Je vais continuer à faire l'avocat du diable, tu m'excuses, hein. Vas-y. Mais il y a 2 trucs qui me viennent quand tu parles de ça. Dis-moi. 3 trucs qui me viennent parce qu'il y a une question à la fin. Le premier truc, c'est que je me dis qu'un mec comme Despo, les gars, allez checker si vous connaissez pas, il faut écouter. En tout cas, ces 2 premiers projets, il faut écouter. Même le troisième, en vrai. Même le troisième. Mais un mec comme Despo, s'il a pas cette forme-là, c'est pas Despo. Pour moi, les deux vont ensemble. Je suis totalement d'accord. Pour moi, s'il trouve le... Parce qu'il y a un truc, et tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais ce qu'il faut savoir, c'est que comme tu le dis, quand tu essaies de faire un placement et que par exemple tu écris ton texte et qu'il y a un mot qui rentre pas à la fin ou qui est trop long ou trop court par rapport au placement,
tu cherches à faire rentrer l'idée. Du coup, tu trouves un synonyme ou un mot où tu redoubles, ou tu trouves un Exactement. moyen de combler le manque ou d'enlever le surplus pour que ça rentre dans le placement. Exactement. Despo ne fait pas ce choix-là. Ça veut dire que son propos tient aussi au fait qu'il choisisse ces mots-là et qu'il tient à les mettre. Totalement. Donc s'il commence à couper ces mots-là, c'est plus lui même dans l'écriture. Et son message, il passe pas pareil. C'est plus Je pareil. suis totalement d'accord. Premièrement. Deuxièmement, pour aller dans l'autre sens, il y a un mec à qui on fait ce reproche-là. Même s'il est très fort et même si c'est un mec qui vend à mort et qui a la carte à mort, et que moi j'aime beaucoup par ailleurs, mais un mec comme Nekfeu, Ouais. qui est un des rois du placement, parce qu'il a une manière de rapper un peu à l'ancienne en plus, qui fait que toutes ces phases, elles tombent forcément sur le beat et qu'il les répète à l'infini, qui peut te faire un son avec la même sonorité, Exactement. parce qu'il fait que les mêmes placements, et tu pourrais écouter 10 sur la suite de lui, c'est le même son. En tout cas, à l'oreille, tu vois. Mais c'est aussi un reproche qu'on lui fait, qu'il est trop dans ce truc de placement. Pourtant, il a un fond aussi, il écrit très bien. Tu sais que je vais peut-être choquer. Je dis pas de bêtises, hein. Mais avant que tu poses la troisième partie, je vais peut-être choquer certaines personnes. Hein. Mais moi, Nekfeu, je trouve que c'est un excellent rappeur. Vraiment, c'est un mec, il est archi bon. Et puis, ça a été un game changer dans le rap français, ne nous mentons pas, tu vois. Mais comme t'as dit, c'est redondant de fou. Ah, bah alors. Pourtant, placement à fond. Ouais. Le roi des placements. Le roi des placements. Mais tu vois, c'est une fois, deux fois, trois fois. En fait, il a trouvé sa formule et il va la répéter, il va la répéter, il va la répéter. Il y a des personnes à qui ça plaît, il n'y a pas de problème et tout. Moi, à un moment donné, mon oreille, elle me dit ah, vas-y, j'ai l'impression d'écouter le même morceau à chaque fois. Et parce que là, tu as fait le comparatif entre Despo et Nekfeu, il faut trouver l'équilibre. Ok. Tout est une question d'équilibre. C'est que tu peux avoir un fond puissant avec une forme moins puissante, mais ça équilibre. Ou tu peux avoir une forme incroyable avec un fond moyen, et ça équilibre. Ou tu peux avoir un bon fond, une bonne forme, tu vois. En fait, je pense que si tu prends 10 rappeurs et que tu fais une jauge, tu crées une genre de jauge fond-forme, ça va jamais être pareil. Tu vois, t'as des rappeurs qui ont un bête de fond avec une forme qui laisse à désirer. T'as des rappeurs qui ont un fond moyen, voire médiocre, mais avec une forme qui va faire en sorte qu'en fait, ils font des hits. Tu vois, t'as plein de... Il n'y a pas de rap... Le rappeur parfait, il n'existe pas. Ah, forcément. Tu vois, il y a des gens qui... Et puis, encore une fois, je le répète devant la caméra, la musique, c'est subjectif, mesdames et messieurs. S'il vous plaît. Quand vous faites des tops, ce sont des tops personnels. Il n'existe pas de top, à part si c'est qui a gagné le plus d'argent parmi les rappeurs en telle année. Là, le top, il est objectif. Mais quand il s'agit de ton le meilleur rappeur, moi, je t'ai dit, Despo, il est dans mon top 5. Il y a des mecs pour qui Despo, il est même pas dans leur top 10. Tu vois. Donc, ça dépend de ton oreille, ça dépend... En fait, ça dépend de plein de paramètres, de comment t'as grandi. Tu vois, moi, je pense que si j'avais été quelqu'un qui avait grandi dans l'opulence, au fin fond d'Oslo, même si je suis français, j'habite à Oslo, je vis dans une grande baraque, franchement, je suis bien, si je veux une paire, je l'achète ou on me l'offre, etc., tu vois. Si j'écoute Despo, je vais dire, ah, il rappe bien, mais tu vois, son discours va pas plus me toucher que ça. Ouais, forcément. Mais moi, je suis issu des quartiers populaires, j'ai grandi dans une famille qui était pas forcément aisée. Et quand t'écoutes un mec comme Despo... Tu me tends des perches, frère. Mais tu vois, quand t'écoutes un mec comme Despo, tu peux faire le parallèle, pas forcément avec ma vie, parce que tu vois, moi je suis né en France, j'ai grandi en France, lui il a grandi au bled, il a vécu des trucs un peu plus... Je suis obligé de te couper. Dis-moi. Parce que ça marche plus ce que tu dis. Surtout... Tu veux dire, je vois ce que tu veux dire. J'ai un exemple concret. Qui corrobore tout ce qu'on vient de se dire. Vas-y. Fond, forme, dissonance, discours. PNL. Je m'explique. PNL, dans le fond, faut capter ce qu'il raconte. Ok. Mais dans la forme, il y a un truc qui est un peu dissonant. Parce que nouveau rap. C'est du cloud rap, c'est du cloud rap, c'est un nouveau type de rap. Je suis d'accord. Même leurs placements, eux, sont un peu particuliers. Parfois, en tout cas, pour plus un des deux. Ouais. En l'occurrence, NOS. Et ces mecs-là, quand tu vas à leur concert,
Il y a beaucoup de gens qui ont l'air d'être dans l'opulence, frérot. Et il n'y a Mais- pas que des mecs comme toi, comme moi. Ah, mais je suis totalement d'accord. Mais Ah. ça, c'est Donc encore ça veut dire que ça parle aux gens. ça, c'est encore un autre... Ça, c'est encore un autre sujet. Mais ça parle aux gens. Ça parle aux gens. Mais en fait, je suis totalement d'accord. Et encore une fois, quand je te prends l'exemple de moi à Oslo, en tant que Français, etc., c'est que je dis pas que Despo va pas me frapper. Mm. C'est que oui, ça va me frapper, mais moins que si j'étais... tu vois, aujourd'hui, quand par exemple j'écoute un morceau comme Douleur de croissance, qui est le dernier morceau de Les Sirènes du Charbon, franchement, des fois, et je vous invite, hein, vous prenez ce morceau, vous vous asseyez, vous fermez les yeux, vous écoutez, et vous allez... Moi, des fois, quand je fais ça, j'ai l'impression que d'être... Tu sais, il y a un truc un peu... ça me dire un truc un peu bizarre, enfin pas chelou, mais... Tu sais, j'ai les yeux fermés, j'ai l'impression que dans ma tête, il y a un film en noir et blanc qui défile, Mm. et j'ai l'impression que c'est le film de ma vie. Mm, mm, mm. Quand il parle de... Après, tout ce qu'il dit, moi, je l'ai pas vécu, mais par exemple, quand il dit que quand il était plus jeune et qu'il regardait la télé, il n'y avait pas forcément de noirs qui nous représentaient. Mm. Et il dit, pour voir un noir à la télé, il fallait attendre le dimanche et rester scotché devant Téléfoot quand tu manges. Tu vois. Et c'est réel, parce que voilà, le foot, nanana, tu connais, il y a beaucoup de renois, etc. Mais il a raison. Quand tu regardais Hélène et les garçons, il disait, il n'y a même pas un asiatique, il n'y a même pas un robot, il n'y a même pas un seul hindou, tu vois. Ouais. Et lui, il feintait qu'il était antillais. Enfin, tu vois, moi, je suis pas forcément passé par ce truc-là, mais je comprends ce qu'il raconte. Ouais. Quand il parle de ça, je me dis, c'est vrai que quand j'étais plus jeune et que je regardais la télé, il n'y avait pas beaucoup de Renois. Tu vois, je crois qu'il y avait une marionnette Renoir dans les minicums, si je dis pas de bêtises. Ouais. Tu vois, mais à part ça, ouais, téléfoot, etc. Mais sinon, quand tu regardais les émissions, ouais, dans Pyramide, t'avais Pépita, mais quand tu regardais Motus, quand tu regardais Pyramide, les candidats, déchiffrer des lettres, Du coup, big up au minicum. Big up au minicum, merci à vous, vraiment, tu vois. De ouf. Mais il n'y avait pas de Renoir, il n'y avait pas de Noir. Donc du coup, je comprends ce qu'il dit. Mm. Mais si j'avais, tu vois, mais après, Tu captes. quand tu Je fais suis avocat du diable, tu connais, mais je capte. quand tu fais le parallèle avec PNL, et encore, tu prends PNL, moi, gros, je suis allé à des concerts de mecs beaucoup plus street que PNL, et j'ai vu un public beaucoup moins street que... Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je suis allé au concert de D.A. Uzi, t'as l'impression que t'étais dans le métaverse. C'est-à-dire que la fosse, elle était remplie, moi je vais dire les termes, mais je suis pas, tu vois, la fosse, elle est remplie de blancs, et tu regardes les gradins, il n'y a que des noirs et des arabes, en Ok. majeure partie. Tu vois, et je suis au concert de D.A. Uzi. D.A. Uzi se vend 3 tours côté Mexico, tu vois ce que je veux dire? Mm. Alors qu'avant, quand je faisais des concerts, c'était tout l'inverse. Mm. Nous, le peuple du bas, tu vois, Ouais. les noirs et les arabes, on était dans la fosse, et les blancs, tu vois, Mais parce qu'ils kiffent. et ils kiffent. Après, on peut avoir un autre débat, on peut étendre le débat sur un truc. Est-ce que les gens fantasment sur la cité, tu vois? Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre On débat. peut l'avoir si on veut, mais c'est un autre débat. On va s'éloigner de la créativité, du coup, On va pas l'avoir. on va pas l'avoir pas Mais- maintenant. C'est possible, tu vois. Mais moi, je voulais juste dire qu'au sens où, créativement parlant, le fait que parfois le fond et la forme soient dissonants, que parfois on se reconnaisse ou non dans le fond ou dans la forme, Ouais. en fait, ça peut faire quand même des belles choses, tu vois. Bien sûr. Et tu vois, pour moi, parce que, tu vois, pour reprendre l'exemple de PNL, et je crois l'avoir déjà dit ici, mais moi, j'ai eu la même approche que toi avec Despo au début. C'est-à-dire que moi, quand on me présente PNL au début, je capte pas ce délire, C'est frère. bizarre. Je capte pas ce délire autotuné à mort. Les clips, c'est beau, mais ça me parle app. Je m'intéresse comme toi, vraiment comme toi et Despo. Je m'intéresse pas au fond du coup parce que ces mecs me parlent app. Tu vois, en plus, non, c'est Ademo, moi, qui me choque. Parce qu'Ademo, au début, je capte app, vraiment comment il Ouais. rappe. Et Noé, c'est un truc un peu plus classique. Ademo, je capte pas ce qu'il raconte. Je suis perdu. Un jour, je me pose, j'écoute. Là, je prends une claque Tu comprends. de l'espace, tu vois. Et je dis clairement copier-coller toi et Despo. Je me pose, j'écoute. Tu vois. Et je vois, et pareil, je me vois, je me dis, ah ouais, putain, je capte des trucs, frère. Tu vois. Parce que t'as grandi comme ils ont grandi. Ouais, il y a un truc qui m'a Donc en fait, même si... tapé. Parce que ce qu'ils rappent, c'est ce que d'autres mecs rappaient, mais avec des prods beaucoup plus... avec un BPM beaucoup plus rapide, avec une façon plus condensée. Eux, ils font de la cloud music, ça veut dire, les mecs, pour te raconter
qu'ils ont vendu de la dope en bas de la cage de l'escalier, la façon dont c'est fait, t'as l'impression qu'ils te racontent un rêve, tu vois. Et c'est aussi peut-être pour ça qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément vécu ce qu'ils ont vécu, qui kiffent parce que ça les fait planer, ça les transporte. Tu vois ce que je veux dire? Mais je vois totalement. Moi, ça m'a fait pareil. Quand ils ont sorti leur premier truc, je me suis dit, c'est bizarre quand même comme approche, tu vois. Genre, tu peux faire un refrain où tu dis, ouais, voilà, j'ai vendu nanana, mais sur tout un morceau, en plus avec des trucs qui se passaient, beaucoup d'adlib et tout, etc. C'est bizarre, mais en fait, les mecs ont réussi, tu vois. Et Ouais. pour revenir à ce que tu disais par rapport au fond et à la forme qui crée de la magie, gros, si c'était pas le cas, la DMV fonctionnerait pas. Ouais. Aujourd'hui, les gens s'y intéressent. Les gens se demandent qui sont les têtes d'affiche. Je regardais encore un truc, je crois que c'est Yard qui a ramené 3, 4, 5 mecs qui disaient c'est eux les têtes d'affiche de la DMV et qui t'expliquent c'est quoi la DMV. Et en fait, en faisant ça, en vrai, ça m'a donné envie de me dire vas-y, je vais peut-être jeter une oreille sur le truc. Parce que je suis un artiste, eux aussi, et que je respecte l'art de tout le monde, tu vois. Juste que moi, mon cerveau a grandi tel que ah, tu rappes pendant les temps, ah, laisse tomber, tu vois. Mais, vas-y, faut passer outre ces barrières-là et checker un peu. Pour revenir un peu sur le vrai sujet qui te concerne, parce Ouais. qu'on se connaît, on va faire de mystère, on se connaît depuis quelques années maintenant. Je connais depuis un bon moment, même. Du coup, je connais ta relation au rap. Parce qu'en fait, il faut savoir que on se voit pas extrêmement souvent, Ouais. mais toutes les fois où on se voit, la première question que je lui pose, c'est mais du coup, c'est comment? C'est comment? Du coup, c'est comment? Parce que, du coup, comme tu l'as dit, toi et le rap, c'est une relation un peu compliquée. Très compliqué. Pour toi, ta carrière, elle débute en 2012 quand tu sors ton premier EP, mais en fait, en 2018, tu prends ça au sérieux, parce qu'entre-temps, il y a des moments où, presque, je crois même que tu m'as déjà dit que tu voulais arrêter, en vrai. Ah, mais moi T'as même annoncé que t'as arrêté. Alors, Eratum, enfin, je vais rectifier, j'ai annoncé que je faisais une pause. Ah, pardon. Là où certaines personnes ont pris ça, et je rectifie parce que plein de gens sont venus me voir après me dire ouais, mais t'as dit que t'arrêtais. Non, j'ai dit que je faisais une pause, et je vais expliquer pourquoi. On va y venir. Mais avant que je déclare publiquement faire cette pause-là, j'ai eu des pauses qui étaient, enfin pas involontaires, mais j'ai eu des longues pauses déjà de 2 ans, 3 ans. Tu vois, je l'avais dit dans un freestyle, mais je sors à ma première mixtape en 2012, la deuxième elle sort 7 ans plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 7 ans? Ouais, grave. Tu vois, c'est juste qu'en fait, pour recontextualiser, ma première mixtape elle s'appelle Rap sans paramètres, il y a 20 titres. Et j'ai tout donné, entre guillemets. C'est ma carte d'identité. Je me disais, gros, maintenant que je fais du... En fait, quand je suis arrivé à un moment de ma carrière, parce qu'en fait, moi, quand j'ai commencé le rap, j'étais en duo. Et après, bon, comme tous les groupes se séparent. Donc, je retourne en solo. Mais en fait, toute l'expérience que j'ai acquis pendant que j'étais en duo, je me suis dit, mais en fait, la personne avec qui j'étais, c'est la personne qui m'a... chez qui j'ai enregistré, etc., et qui m'a donné des plugs, etc., avec qui j'ai connu des trucs et tout. Mais quand je me suis retrouvé en solo, j'avais 2 solutions. Soit je me disais, vas-y, c'est bon, ça m'a saoulé, de toute façon, je suis en solo. Le rap, c'était juste un délire, on délirait, on rappait dans la chambre, on n'allait pas en studio. Donc je peux m'arrêter, y a pas de problème. De toute façon, mes sons, ils tournaient qu'en Bluetooth. À l'époque, il n'y avait pas de plateforme. On mettait rien, il n'y avait pas grand-chose sur YouTube, etc. On pressait pas les CD. Donc on s'en battait les... Donc je m'en fous. Donc on arrête. Soit je me dis, bon, il y a quand même un truc à faire. Viens, on essaie quand même de pousser, voir où est-ce qu'on peut aller et voir ce que ça donne. J'ai pris la deuxième solution. Et après, je suis allé, grâce aux gens que j'avais rencontrés via ma carrière en groupe, j'ai pu enregistrer ma première mixtape. Que j'ai sorti le 27 juillet 2012, date de mes 21 ans d'ailleurs. Et je sors ma première mixtape, 20 titres. Et c'est à l'époque où j'étais sur Twitter. Et Twitter a joué un énorme rôle. Parce que j'ai fait beaucoup de plugs là-bas. J'ai plugué avec V'là les gens, des artistes, des beatmakers, des trucs comme ça. Et en fait, la mixtape avait bien tourné. Et je me suis mis une pression tout seul. La mixtape, elle a bien tourné, t'as fait 20 titres. Qu'est-ce qu'on fait après? Moi, j'ai Chris à côté de moi, qui était à l'époque pas forcément mon manager, mais qui était là, qui me disait, ouais, regarde, A$AP Rocky aux States, il fait cette musique-là, la trill, etc., tout en violet, tout ça. Personne ne le fait encore en France. Viens, on prend ce créneau-là. Ok, je te suis, gros. Parce que voilà, moi, je connais la musique, Chris, pareil, il connaît la musique. Moi, j'y vais, en plus, c'est mon pote de ouf. On y va. Mais j'y arrive pas, en fait. J'ai l'impression que c'est pas WAM.
Mais même à cette époque-là, il fallait que je me sente à l'aise à faire de la musique. Ouais. Pas de la musique formatée. Donc, j'y arrive pas. Et en fait, je me dis... Et en fait, dans ma tête, je me dis, mais si je resserre la même formule que j'ai déjà faite avec la première mixtape sur 20 titres, est-ce que les gens vont pas se dire, ah vas-y, il est relou, lui. 20 titres déjà là, et là, il va encore en faire 20, est-ce que ça va pas tourner en bourrique et tout et tout. Mais en fait, à cette époque-là, à l'époque de 2012, les gens s'en foutaient. Tu vois. Nous, Chris voulait qu'on soit des précurseurs, qu'on ait un temps d'avance. Mais à cette époque-là, les gens s'en foutaient. Je voyais plein d'artistes, moi, sortir des mixtapes qui racontaient la même chose tout le temps. Ça ne gênait personne parce qu'ils avaient des placements différents, ils avaient des prods différentes, etc. Tu vois. Et en fait, tout ce laps de temps, je réfléchissais à ce truc-là de comment je fais pour avoir une identité. Comment je fais pour pas qu'on m'appelle le nouveau intel. Comment je fais pour être moi. Tu vois. Tout ce laps de temps. Et j'ai fait des tentatives. Je faisais des sons. J'enregistrais des trucs. J'écoutais. Je disais, ouais, c'est bien. Et un son. Et deux. Et trois. Et 4 et 5, et tu te dis, vas-y, on fait un projet. Mais en fait, t'as pas envie, parce que tu te dis, finalement, ah, ça me fait chier, on recommence. Et ainsi de suite. Sauf que le temps, il passe, en fait. Et à l'époque, soit j'allais en studio, et ça coûtait de l'oseille, et on était étudiants, forcément, c'était pas la priorité de mettre de l'oseille dans le rap. Soit j'avais des potes qui avaient un home studio, mais fallait y aller. Et moi, à l'époque, j'étais à Melun. Et comme on dit, quand t'habites à Melun, tout est loin. C'est-à-dire, il fallait que j'aille dans le 9-3, fallait que j'aille là-bas, tu vois, tout était loin, parce qu'à Melun, on n'avait pas ça, tu vois. On n'avait pas de connexion qui nous permettait d'aller dans le home studio de quelqu'un, etc. Moi, j'étais encore chez les darons, donc c'était compliqué d'enregistrer à la maison. Mais du coup, j'ai perdu du temps. Et il me fallait une motivation. À un moment donné, toute ma motivation a disparu. À côté de ça, j'allais encore en cours. Il fallait que je me concentre sur les cours. En plus, c'est moi, j'ai fait un bac+2. Après, j'ai arrêté. Après, j'ai repris les cours. Après, j'ai arrêté. Et tu vois, quand tu reprends, t'arrêtes, il faut te concentrer de ouf. Donc la musique, tant que ça fonctionne pas, tu mets ça à côté, tu te dis, gros, c'est pas ma priorité, tu vois, je vais en faire pour le loisir, quand j'ai le temps. Mais là, c'est focus sur les cours ou focus sur le travail, tu vois. Donc, tu fais que ça. Et tu perds du temps. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, au quartier dans lequel on était, quartier de Montaigu, on a eu une vague un peu bizarre. Une vague de... On perdait des gens au quartier, des gens qui décédaient. Bizarre de fou, tu vois. Un mec malade, un mec qui a fait un... Bizarre, tu vois. Paix à leur âme, vraiment, mais c'était une ambiance vraie bizarre. Tu vois, mon pote, il a perdu un pote à lui qui était un peu comme mon deuxième daron, c'était un des amis d'enfance de mon père et tout. Et en fait, ça peut paraître malsain. Moi quand je prends du recul, je me dis que c'est un peu malsain. Mais ça m'a donné envie... En fait, le fait d'assister... En fait, vulgairement, de voir la mort, de voir des proches, des gens du quartier, des proches décédés, ça m'a fait un électrochoc et c'est comme ça que j'ai repris la musique. En vrai, en 2014-2015. Je reprends la musique, je fais un projet, mais un projet thématique. Je me dis pas, ah, vas-y, les gens sont décédés, je vais faire de l'ego trip. Tu vois, on était vraiment sur un truc où il y avait une vraie thématique. Je parlais de la dépression, je parlais de la mort, à tout va, parce que ça m'avait marqué. Jusqu'à présent, moi, la façon dont enfin, ça va être brosson à dire, mais comment je côtoyais la mort, c'est quand il est 7h du matin, que le fixe sonne, et que le bled t'apprend qu'un oncle et une tante est décédé, tu vois. Mais comme je suis pas proche de ces gens-là, je les ai pas tout le temps au téléphone, je les ai jamais vraiment vus tout le temps, mes parents, ils en souffrent, mais même mes parents, tu vois, ils sont très pudiques, donc ils vont pas trop te montrer, sauf si vraiment, c'est, tu vois, quand c'est des oncles un peu, des cousins lointains, ils vont être pudiques, ils vont te l'annoncer. Eux, ils vont être tristes, mais ils vont rester pudiques. Et toi, ça va pas forcément te faire grand-chose, à part quand tu vois tes parents tristes. Mais moi, je me dis que malheureusement, j'ai un cousin qui décède de bled. Oui, ça me rend triste, mais... Voilà, tu vois, je suis pas non plus dans... Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Et mais quand c'est vraiment des gens du quartier que tu voyais, tu marches, tu sors, tu les check, un tonton que tu croises et tout, qui vient chez toi, etc. Quand c'est ces gens-là qui décèdent, ça m'a fait un choc de fou. Tu rentres dans un truc, t'es pas bien, t'es jeune, et c'est un truc que tu maîtrises pas. Tu vois? Parce que quand t'es neugeux, t'es joyeux, tu vois la vie et tout, mais quand ça te frappe, c'est bizarre. Et ça m'a redonné envie de faire de la musique. Donc je commence un projet, mais je le sors pas parce que faut une stratégie. Tiens, on rentre dans cette période 2014-2015 où ça y est, il faut des stratégies maintenant. Ouais. Comment tu fais pour sortir? Comment t'annonces? C'est quoi le premier single? Single 0, etc. Et je suis pas encore dans ça. Donc en fait, le projet, je l'avorte. Je dis, tu sais quoi, laisse tomber, j'arrête. Ça m'a saoulé. Et j'étais prêt à arrêter. Je me suis dit, et on arrive en 2015. 3 années passent et je me dis, t'as vu?
J'ai rien sorti, j'ai fait que des trucs à gauche, à droite, sur SoundCloud, vite fait, YouTube. Il y a rien, il se passe rien. Il n'y a pas d'émoulement, il n'y a personne, il n'y a pas un truc, un pic de buzz, il n'y a rien. Je me dis, tu sais quoi? Je vais arrêter, je laisse tomber, et vas-y, tant pis, tu vois. Et je rencontre un gars. Tu vois, toujours dans les mangas, des fois, t'es le mec, il est. Dans les shonen, le mec, il est désespéré, il dit, eh, vas-y, j'arrête, j'ai tout, ça m'a saoulé. Et tu rencontres un gars. Tu vois, tu rencontres genre le maître, l'ancien maître du village, etc. Et je rencontre un gars. Un gars qui s'appelle Atis, d'ailleurs. Atis, qui fait partie d'un groupe de rap qui s'appelle 70CL. Gros shout-out à eux, d'ailleurs. Atis et Sinto. Que je rencontre par le biais, parce que je travaillais à l'époque, je travaillais chez Au Calme. Je le rencontre là-bas, et moi, j'écoutais ces mecs-là. Parce que ces mecs-là, ils faisaient du deep set à la française. Moi, pour celles et ceux qui me connaissent un peu, je suis un énorme fan du Deep Set. Qui est un groupe new-yorkais des années 90. Un groupe new-yorkais 90-2000, The Diplomats, Cameron, Jim Jones, Joel, Freaky Ziki et plein d'autres. Je le rencontre et tout, et je me dis putain, je rencontre Atis et tout, tu sais, c'est pas tous les jours que je rencontrais des mecs que je kiffais, avec qui j'avais un délire particulier. Et je me permets, je dis tiens, je te fais écouter un peu ce que je fais et tout, nanana, et il me dit franchement gros, lâche rien. Il me dit, il y a un truc. Mais moi, quand il me dit ça, je me dis, ah, vas-y, je lui fais écouter comme ça. Mais en vrai, j'arrête le rap, je sortirai des... Je me dis, au mieux, je sortirai des sons à gauche, à droite pour le plaisir, mais établir une carrière, c'est fini pour moi, tu vois. Il me dit, lâche rien. Et en fait, on commence à travailler un peu ensemble. Lui, il ouvre le label Rive Gauche. Enfin, il crée un label Rive Gauche et tout. Et moi, j'intègre le label. Et je me dis... Et là, je me dis, ah, je suis un rappeur. Genre, je suis dans un label, je prépare des trucs. Et en fait, c'est comme ça que ça a commencé. Le renouveau, tu vois. Ouais, je vois. Le renouveau a commencé comme ça, et je vais en studio, j'enregistre et tout. Du coup, ça, l'indépendance, la vraie indépendance. Tu vois, tu travailles, tu fais ton billet, le week-end, tu réserves 4 heures au studio. Moi, j'étais encore à Melun, j'allais jusqu'à Argenteuil, chez Yuri. J'allais chez mon gars Yuri, tac. Je prenais mes 4 heures, je sortais avec 4 sons. Tac, et je revenais le week-end prochain. C'était combien? C'était 25 € l'heure. Je mettais 100 balles. Paf, allez, et rebelote. Et en fait, je faisais des sons. Et en fait, le process, c'est quoi? C'est que moi, j'avais des prods. En général, c'était des type beats. Pour la mixtape Delta Bravo Zulu, la majeure partie des prods, c'est des type beats. Ce sont des type beats, pardon. Et je les téléchargeais et j'écoutais chez moi. Les type beats, c'est des prods qui ressemblent à des sons déjà existants. Voilà, dans les mêmes ambiances. C'est des beatmakers qui font des prods initialement pour être vendus, tu vois, sauf que nous on les piratait. On n'avait pas de tal, je mettais déjà beaucoup d'argent dans les séances de studio, j'avais pas envie de mettre des tas à l'époque. T'inquiète, je comprends. Tu vois, et en fait je faisais ça et j'écrivais chez WAM, et je répétais chez WAM. Et du coup, je vais rebondir sur ce dont on parlait en off, parce que tu me parlais de la famille, de comment ça a été perçu que je fasse de la musique. J'étais très discret au début. Je voulais pas que les gens sachent, que dans ma famille, je voulais pas que les gens le sachent. Mon père est un musicien, et je voulais pas. Tu vois, je voulais vraiment pas, j'étais très scrédit, je disais pas, quand je sortais, que je passais 4 heures à Argenteuil, je disais pas, je vais en studio, je disais, je sors. Ouais, tu vois. Ouais, je vois. Et je veux faire mes trucs, tu vois. Je faisais pas écouter mes sons, que dalle, tu vois. Sauf qu'à un moment donné, quand tu passes ton temps à répéter tes textes chez Watt, t'es un peu cramé. Parce que tu vis chez tes parents, t'es cramé, tu vois. Surtout que mon père, il a la fâcheuse habitude de toquer et d'ouvrir. Tu vois. Et pas d'attendre de dire oui, il toque, il ouvre, tu vois. Donc il m'entend, il me voit en train de répéter. Et un jour, il me parle et il me dit, mais qu'est-ce que tu veux faire de la musique? Tu veux devenir un musicien? Tu veux devenir un rappeur, etc. Tu vois. Et je lui dis non, pas forcément, tu vois. Mais juste, je fais de la musique, ça me plaît, tu vois. Et mon daron, un peu vieux jeu, qui me fait faire attention, tu connais. En plus, les artistes congolais, la sorcellerie, comme on dit chez nous, Simbiki, c'est-à-dire ils ont fait de la sorcellerie, etc. Tu vois, donc fais attention à ce genre de trucs. Je dis, non, mais t'inquiète, de toute façon, je fais du rap, tranquille, tu vois. Mais une fois que ça a été fait, en fait, ça a débloqué. Même pour toi. Même pour moi, ça a débloqué des trucs, tu vois. Ouais, je vois. Après, je suis pas non plus... je vais pas non plus, quand je vais chez mes parents, je leur dis pas, regardez mon nouveau clip. Ouais. Mais ils le savent parce que mon neveu, mon petit frère, ou... Tu vois. Et même pareil, un jour, ma mère, elle vient me voir, elle me dit, ouais, mais le neveu, il m'a montré ton nouveau clip et tout, c'est bien et tout. Elle me dit, mais quand tu fais des trucs, envoie-les-moi, etc. Et là, je me suis dit, ça y est, c'est bon, en fait. Et tout ça, en fait, pour faire le parallèle, avec un film qui est sorti en plus récemment, mais il y a quelques années, mais qui est pour moi un film très, très, très important, c'est Fences.
Ouais, avec Denzel Avec Washington. Denzel Washington et Viola Davis. Et pourquoi ce film il est hyper important? Parce que la relation... Bon, je vais faire un petit synopsis vite fait. Dans le film, Denzel, c'est un éboueur qui, qui a joué au baseball quand il était plus jeune, mais qui a dû arrêter sa carrière parce que à l'époque, ségrégation, racisme, donc il jouait pas. Il a arrêté sa carrière prématurément. Et son fils, il est au collège ou au lycée, il fait du football américain, et à un moment donné, il y a un... Il y a comment on appelle ça? Il y a un mec, un scout qui veut le voir, qui veut discuter avec les parents, parce que voilà, il veut peut-être le recruter dans une équipe, et tout, etc. Et en fait, Denzel refuse catégoriquement. Et pourquoi je fais ce parallèle? Parce que, sans me le dire, mon père, il m'a fait un peu ce truc-là, au début. De me dire, ah, vas-y, fais du rap. Tu vois, en fait, dans ses propos, il voulait pas me décourager, mais il voulait me déconseiller de me donner pleinement dans une carrière de rappeur. Et ce parallèle, je le fais parce que, au fond, je suis en train de me dire que mon père, lui, qui était musicien, je pense qu'au fond de lui, il aurait voulu faire de sa vie une carrière de musique. Ouais. Et il n'a pas pu. Et pour me protéger, pour ne pas vivre désillusion sur désillusion, il a... En fait, après, tu vois, mon père, c'est quelqu'un de très atypique. Il te protège, mais dans la violence. Ouais, je vois très bien. Il va te protéger, mais il va te mettre des coups de pression. Mais au fond... Au fond, c'est gentil. Quand t'es plus jeune, quand t'es jeune, tu captes pas. Ouais. Quand ton père, il t'engueule, que il te prive de sortie, mais pour aucune raison, il veut te protéger, en fait. Ouais. Parce qu'il sait comment c'est dehors. Toi, t'es peut-être un peu naïf, tu sais pas, comme on dit, t'es dans les ambiances, tu captes pas trop. Mais en fait, en grandissant, et c'est surtout ce film qui m'a fait comprendre qu'en fait, tout ce que mon daron, il m'envoyait quand il était très véhément, très violent dans ses propos, c'est sa façon à lui de me couver, en fait. Du coup, on va conclure. Vas-y. Et pour conclure, il y a toujours 3 petites questions. Ça marche. La première, c'est quel est ton objet favori? Mon objet favori, je pense mon téléphone. Parce que j'ai 10 ans de texte dans mon téléphone. Ok. J'ai eu mon premier iPhone en 2011. Et Dieu merci, la synchronisation Gmail fait que premier texte écrit en 2011, chut, j'ai tout jusqu'à maintenant. Ok. Comme je suis mon iPhone, j'avais l'iPhone 3G, là j'ai le 11, Ok. j'ai tous mes textes. Donc je pense que mon objet favori c'est le téléphone, parce que le rap c'est ma vie c'est le rap, et ma vie elle est dans mon téléphone. Ok. Une œuvre inspirante pour toi? Une œuvre inspirante, œuvre tout confondu, Ouais, film et tout. Waouh. Ça peut être une carrière? Ouais. Putain, j'avoue c'est dur. Un truc inspirant. Franchement, si je dis moi, ça fait le métier de l'ego. Donc... Non, je sais pas, comme ça, je dirais... Je pense qu'un mec qui nous inspirait, Jay-Z. Jay-Z? Ouais, je pense que la carrière de Jay-Z, c'est un truc pour tous les rappeurs qui a été incroyable. Tu vois, encore aujourd'hui, la cinquantaine passée, il est riche de fou. Il s'est encore cassé des gueules. Il casse encore des gueules sur des morceaux. Donc en vrai, ouais, Jay-Z. Après, je pourrais te dire... J'aurais pu te dire Kobe même, tu vois. J'aurais pu dire Kobe Bryant, parce que la mentalité Mamba, tout ce qu'il a fait, le mec est un acharné, un travailleur de fou. Ouais, je dirais Kobe. Allez, je dirais Kobe, parce que voilà, Kobe. Ouais, Ok, Kobe. Et la dernière, c'est quelle qualité devrait avoir selon toi un créatif? La qualité d'un créatif, je dirais l'authenticité, tiens. Être soi-même, en fait. Et tout donner pour que ce que tu fais soit exposé aux yeux de la terre entière. Mais il faut juste être soi. Je pense que c'est ce mot qui définit le mieux ma musique, parce que je rappe ce que je fais, donc ouais, je dirais authentique. Ok. Voilà. L'authenticité, on va retenir ça. Voilà, l'authenticité. Soyez authentiques, les gars. Ben merci. Partagez, abonnez-vous, likez. On va mettre le lien de ton Instagram, Yes. de tes plateformes sur la description. Exactement. Et abonnez-vous à son compte. Allez écouter sa musique. Allez écouter. Comme ça, il n'arrête pas le rap encore une fois. Non, là, je suis lancé, là. Là, ça y est, c'est bon. Ça y est, bon. je suis lancé. Ben merci. Merci à toi pour l'invite. En tout cas, ça m'a fait plaisir, mon gars, en plus, depuis le temps. De ouf. On se connaît, Merci ça me à fait toi plaisir d'être de venu. fou. À la prochaine. À la prochaine. Yes.